Bien, mesdames et messieurs, nous attaquons cette dernière partie de notre conférence. Et je passe la parole immédiatement à Adam Koniuszewski, notre directeur exécutif, qui va présenter les panélistes ici autour de cette table. Merci. So Antoinette is not here yet, but we are a little bit pressed with time because I understand a taxi is already waiting for Brice Lalonde at least, and Antoinette Guhl is also will have to run right after the session. So we'll do as follows. We don't need much introduction. In fact, the last 2 days were introduction for this panel session, and some of the comments from the previous session, the keynote speeches, Jean-Michel Cousteau showed us the oceans. In fact, Jean-Michel Cousteau was teasing us because he showed us the beautiful images that you have seen, but they are not all that they could have been if you had seen them in 3D. So I suggest that you wait. These images will be coming in 3D in a theater near you very soon. And if Jean-Michel is here, he can maybe tell us when the movie will be coming on in the coming months. On this, I have a fantastic panel here in order to talk about the preparations for the Paris Climate COP. I have firstly the voice of Brice Lalonde, who is a special advisor to the United Nations on Sustainable Development. He just came back, and correct me if I'm wrong, from the session on the Sustainable Development Goals. And Brice believes, as we have heard during the last couple of days, that reducing emissions and the commitments to reduce emissions that are on the table right now are not sufficient. We need to completely transform the economy. So Brice, if you're ready, I can let you start, or... Okay. Well, thank you very much. I believe there will be an agreement in Paris. For the time being, and for the first time, we have all the countries have already tabled what they are going to do against climate change, and that's unprecedented. We've never seen so many intended nationally determined contributions. That's the name, or the funny name of these roadmaps of different countries. So we know already what the reductions will be in the end of the Paris Agreement. So what's left is the obligations of the countries. What are they going to agree to do? What are they going to do to agree to verify? What's going to be the legal form of the agreement? Because we know, for instance, that United States, Capitol Hill right now is not able to ratify any international agreements. So it must be something directly linked to the framework conventions. We know all that, and we know the main difficulty will probably be the financial side, because lots of developing countries are saying, okay, the emitting countries agree to do something, but what's for us in this agreement? Because we are suffering from climate change and we're not responsible for it. So there is a difficult negotiation on the financial side. But nevertheless, there'll probably be an agreement. It's not going to be sufficient, as Adam said, and luckily for the first time, we must commend the French government, because it has agreed to have some new actors in the picture. They want to have not only a legal agreement between the countries which are members of the convention, but also of other actors, mainly cities. We have here representing somebody who represents the Paris mayor, but we also have business, and they would like to have a sort of an alliance, a Paris alliance in the end, so which is a good thing. And it's a good thing, and this is something that we should say the truth of what comes out of COP. It's COP 21. Oh, 21! What does that mean? It means that it has been 21 years of negotiations, and it was not very successful if it's 21 years, because it should have been discussed and agreed at COP 1 or COP 2. No, 21. And next year we'll have COP 22 in Marrakesh, etc. And it's going to go on forever. And that's the main problem, I think. Because what is the system? The system is we have 195 countries which agreed to meet,
and who defend, first of all, above all, their national interest. So 195 countries defending their own interest makes it very difficult for anybody to agree to defend the sake of humanity or the sake of the future of the planet. No one cares about the future of humanity. Everyone cares about the national interest. So that's the difficulty of these negotiations. So we have to invent probably something else. We have to invent probably a situation where we should try to find a forum for global affairs, which does not exist yet. And the first thing I would say is we need head of states. Come on, let's be serious. If all this climate change is about the future of humanity on this planet, it should not be left to junior negotiators negotiating for 21 years and 22 and 23 years. It's a matter of head of states. And if it's a matter of head of states, I mean, we have one example where head of states did save the situation, and it's exactly the contrary of the common, I would say, knowledge. Copenhagen 2009. Copenhagen 2009 was not a failure. It was going to be a failure when the head of states arrived. They arrived at the last minute. They were invited to just drink the champagne because everybody thought the agreement would have been already passed through. But of course, when they arrived, it was a catastrophe. No agreement at all. So these head of states spontaneously, with no preparation, agreed to work for one day in one night in a little room, crowded little room. Nothing was prepared. There was no introduction. Incredible. And they got the Copenhagen Accord 2 pages. 2 pages instead of 80 pages of negotiations. 2 pages. That's the genius of good politics. 2 pages, 2 degrees Celsius, 100 billion a year from north to south, and something called MRV. What is important is to be able to trust the other. So you have to verify, you have to measure, verify what they are doing. All that was in the Copenhagen Accord. The only problem is that 5 countries did not agree on time. And so we had to wait for 1 year in Cancun to have the Copenhagen to be agreed. But they did it. And this Copenhagen Accord made the whole geopolitical situation move one pace further. It was a progress. So we need to do that again. Head of states must be invited and must do their job. And the second big, I would say, what we have learned from all this is that what is very important in these negotiations comes usually outside of the negotiations. The 2 degrees Celsius came from outside the negotiation. It came from a discussion in Europe, and after it came in a forum called Major Economies Forum, where the 20 major emitters discussed together. That's where it was decided first. And it was Brazil who convinced the Chinese to accept the 2 degrees Celsius as a target. And after, it was introduced into the COP system. And this is exactly what happened in 2014 when Ban Ki-moon convened business and major investors and banks to try to do something about climate change. Because in the end, as Mr. Clinton said, it's the economy, stupid. It's the economy. To fight climate change, you have to change the whole economic system. And it's also a matter, not only for head of states, but also for ministers of finance and economy. And it's a matter for the World Bank, it's a matter for IMF, it's a matter really for all those who lead the world economic system. It's a matter for the World Trade Organization, etc., etc. So climate change is not only a matter for junior negotiators coming from ministers of environment or ministers of foreign affairs. It's much wider. And so this is something which we have to understand. It's so important to have an agreement in Paris. Yes, it's very important because it's the only place where the world community is negotiating about climate change. So it's very important. But this Paris agreement, which is not going to be enough, it's a signal. It's only a signal, and it should trigger the whole world economy. It should trigger all of you, all what we are doing in our cities, in our governments, in our national governments, in our local governments. It's the start of a big process, and please don't have too much expectations because a conference never is the end of the world or the start of the new world. A conference is very important, but what's so much more important is what we're all going to do together beside. And we have started already. Voilà. Thank you, Brice. So Paris will be, well, more than we expect, but less than we hope for.
So, but you said we shouldn't put too much hope into the political system, the political establishment. So that means we need to look at the economy, how to change the economy. And who's the main actor in the economy? It's the private sector, it's business. And Romain Ferrari is one of our business representatives. You're backed by popular demand, so I won't introduce you again. You also made a couple of provocative statements this morning, and I think you may be onto something, because you said accountants and the accounting system needs to be reformed. And I thought it was quite interesting, because Ivo de Boer, when he left the UNFCCC a few years ago, he went to join KPMG, one of the big four firms. So if the person who is responsible for the climate talks, the climate negotiations, starts working for a big four, and you tell us that accounting and accountants are accountants heroes of sustainability, well, that's quite provocative. If you could expand on this, and also on the role of the private sector and of business. Je peux continuer en français? Simultaneous translation. Maybe so it's more simple. Antoinette, Romain, you can speak in French, in English. Ok, thank you. Merci. C'est peut-être plus simple. En fait, franchement, moi je représente en effet plutôt la partie des acteurs économiques, tant au niveau entrepreneur qu'au niveau des travaux que nous faisons sur l'économie de l'environnement au travers de la Fondation 2019. Très clairement, je crois qu'en effet, Brice Lalonde l'a dit très bien, ce qui va compter, c'est ce qu'on va pouvoir faire maintenant. Et je crois qu'on est passé maintenant à l'âge de faire, F-A-I-R-E, mais il faut vraiment qu'on le passe. Bon, la COP, elle sera ce qu'elle sera. Mais en gros, il y a des points à corriger, il y a des points sérieux à corriger sur les règles du jeu, de l'économie, de manière à ce que les agents économiques qui prennent de nouvelles voies, qui engagent des ruptures en termes d'offres sur les marchés, puissent être rémunérés au juste coût, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut modifier les règles économiques pour que les collectivités et les pouvoirs publics puissent accompagner cette transition sans devoir évidemment sortir de l'argent public. Donc en gros, il ne faut pas imaginer qu'on va pouvoir lancer cette nouvelle économie sans modifier des règles économiques. Le but, c'est pas de jeter l'économie, c'est simplement d'adapter profondément un certain nombre de règles économiques. Et le coût, franchement, n'est rien. Je vous citais simplement ce matin le principe d'un droit d'accise, par exemple, sur le pétrole. Hein, rappelons-le simplement. Lorsqu'un baril de pétrole est extrait, il suffirait de lui allouer une contribution de $10 par baril. Hein. Ça mettrait le coût social du carbone à $25 la tonne de CO2. Bon, on est un peu loin des 50 idéal, mais on est quand même à mi-chemin, on est à 25. Sur le plan économique, ça ne change rien, parce que si un baril est à 50 ou à 60, franchement, on ne va même pas s'en apercevoir. C'est un droit d'accise, donc le jour où il sera à 100, il sera à 110, donc ça ne pose aucun problème. Et ça lève 300 milliards de dollars. Quand on tourne autour du pot pour essayer d'en réunir 100, rien que sur le pétrole, on enlève 300 de façon totalement indolore. On fait la même chose sur le charbon, on fait la même chose sur le gaz, avec le même mécanisme relativement soft, et quelque part, on va contribuer pour un fonds de plus de 1000 milliards par an sur la transition. Donc en gros, il y a des problèmes de financement, oui, quand on s'adresse aux États. Je suis désolé, il n'y a pas de problème de financement quand on s'adresse aux agents économiques. Alors vous allez me dire, les pétroliers ne vont pas vouloir. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les extracteurs de pétrole aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils font du lobbying contre les taxes? Parce qu'ils ont quand même un petit grief vis-à-vis des États qui ont instauré en fait un régime quelque part de rente fiscale sur la fiscalité aval de l'énergie, où quelque part les États se gavent, mais c'est pas eux qui se gavent. Eux, en amont, ils voient rien passer. Là, avec un système de droit d'accise, en fait, ils deviennent quelque part à l'initiative du processus. C'est à l'extraction, je donne $10. Hein. C'est pas plus tard. Plus tard, on peut laisser les fiscalités exactement comme elles sont pour d'autres externalités, et il y en a d'autres, notamment sur la santé, l'acidification, un tas de choses. Hein. Donc, en fait, c'est quelque chose qui vient en plus et qui redonne, quelque part, qui peut redonner
une certaine forme de pouvoir, une certaine forme d'ego, peut-être à des gens qu'on a toujours cru contre nous et qui finalement le sont peut-être pas tant que cela. Hein, voilà. Donc ça c'est un raisonnement qu'on peut étendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Bon, il est très clair, et là il y a moins de dissension là-dessus. Il est clair qu'on doit le répartir de façon équitable. Et là, il y a des besoins qui sont différents, bien entendu, entre le Nord et le Sud. Mais en gros, il y a des besoins, il ne faut pas se leurrer. Hein, pourquoi? Parce qu'un investisseur bas carbone, un industriel qui investit dans un processus qui délivre sur le marché de l'énergie ou des produits à basse émission carbone, eh bien, très clairement, celui-ci a un problème de rendement. Parce que, en gros, le rendement privé et le rendement social ne sont pas à égalité aujourd'hui à cause de la non prise en compte du gain d'externalité, du fait qu'on économise des émissions carbone, tout simplement. Le rendement social n'est pas le rendement privé. Il faut absolument le corriger. Donc, il y a eu des propositions qui ont été faites en France par France Stratégie, par exemple, l'émission de certificats de réduction d'externalité qui sont ensuite monétisés, par exemple, et qui permettent de financer un surplus d'investissement sur un investissement vert. Voilà. C'est des choses qui peuvent très très bien s'envisager avec des mécanismes que l'on connaît. Il y a un autre secteur qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est le secteur de la grande consommation, secteur production-consommation, où là, il y a un certain nombre de dispositifs qui pourraient être mis en œuvre. On a parlé beaucoup dans ces 2 jours de dire certains processus, certains marchés devraient être exonérés de TVA, etc. À Fondation 2019, on travaille sur ces sujets-là à une condition, c'est qu'il n'y ait pas un coût public. C'est-à-dire qu'en gros, oui, on peut réduire la TVA et on démontre qu'on peut le faire très très bien sur certaines filières responsables et on peut le faire d'autant mieux qu'on peut apporter la preuve qu'en même temps qu'on réduit la TVA sur ces filières bien particulières, eh bien on diminue les coûts publics d'un même temps. Donc en gros, on est à fiscalité, à comptabilité publique neutre, on va le dire comme ça. Vous savez, en France, par exemple, vous prenez la filière lait, la filière qui produit du lait, on sait qu'elle fait 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On sait aujourd'hui qu'elle fait 7 milliards d'euros d'externalité à minimum. C'est-à-dire quand vous achetez pour 25 euros de lait, eh ben en fait, vous avez oublié de payer 7 euros de coûts qui sont des coûts publics. Bon, on sait que le bio est à 2 ou à 3. Oui. Donc, c'est très intéressant, ces grosses études métaboliques. Elles montrent que 7 sur 25, c'est à peu près le niveau d'une TVA à 20%, et que, quelque part, allouer une TVA réduite au bio, très bien, on peut très bien le faire, on peut même faire une TVA de moitié. Or, vous dites à des investisseurs, vous dites à des agriculteurs, vous dites à des exploitants que demain, ils peuvent accéder à un marché à TVA réduite de 10 points. Je peux vous dire qu'ils vont se remuer, c'est pas la peine de faire des grandes conférences. Ça va bouger, parce que 10 points, ça fait bouger les entreprises. On peut apporter la preuve qu'il n'y a pas de dépenses publiques par ailleurs. C'est pas un petit sujet, hein. Je rappelle que la pollution de l'eau en France, rien qu'à cause des entrants chimiques, etc., c'est un coût direct de 50 milliards par an. Et s'il fallait restaurer les nappes phréatiques, par exemple, dans un pays comme la France, c'est un investissement de 500 milliards. Vous voyez, ce n'est pas des petits coûts. On a des chiffres très précis, évidemment, sur la pollution de l'air, notamment depuis la méta-étude qu'a fait le Sénat et qui a publié récemment, les fameux 100 milliards de coûts, etc. Donc, on a aujourd'hui tous les éléments, pour résumer, pour faire des choses, pour financer des choses, pour réallouer des financements, aussi bien dans notre économie que dans l'économie des pays émergents ou des pays moins avancés, comme on dit. Thank you, Romain. You talked about a carbon tax. Just a few years ago, you said carbon tax, and everyone said this is impossible. This will never happen. And a few months ago, the oil and gas sector in all of Europe came forward supporting a carbon tax. So thinking that they would put the coal industry out of business and transition to natural gas. Well, even Saudi Arabia earlier this year, around March, said that in a few decades they could see themselves moving completely past the oil business and entering into the renewable energy business and supplying Europe with solar energy, solar power, solar electricity. So things are moving very fast, but we need to finance this transition. And to finance this transition, we need to talk to big finance. Xavier Lépine is the head of the group La Française, based in Paris, but active throughout Europe. You're an investment, an asset manager with over 50 billion euros of assets under management. You have a staff of 500 people, mostly based in France, but elsewhere as well. You have been working with Green Cross, you have been supporting Green Cross,
And I'm very thankful for all the board meetings that take place in your offices. You have been supporting us for over 12 years, and we're very happy that this support will continue. And you have a strong message in terms of climate finance. The financial sector is ready. Capital is there. It's waiting for the right signals. Xavier Lépine, the floor is yours. Merci. Moi, je vais le faire en français aussi parce que ça simplifie la vie. Il faut toujours se simplifier la vie quand on peut. Plusieurs points. D'abord, c'est vrai qu'il y a 12 ans, quand on a commencé à faire un partenariat avec Green Cross, j'aurais jamais imaginé que 12 ans plus tard, on se retrouverait ensemble de nouveau pour passer une nouvelle étape. En fait, ce que je constate, c'est que en 12 ans, il y a deux choses qui ont changé fondamentalement. C'est d'abord une démocratie environnementale beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'en fait, les gens maintenant descendent dans la rue pour des causes environnementales. Vous n'auriez jamais envisagé, il y a 15 ans, il y a 20 ans, que massivement, des gens feraient des marches sur le carbone, sur quelque chose d'immatériel. Et cette démocratie environnementale, on la retrouve de plus en plus dans le comportement de certains investisseurs institutionnels qui, un investisseur institutionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à une compagnie d'assurance ou un fonds de pension qui, jusqu'à présent, a un devoir fiduciaire vis-à-vis des engagements de passifs qu'il prend à l'égard de ses pensionnés ou à l'égard de ses assurés. Ce qui veut dire concrètement qu'il se sentait obligé aujourd'hui, enfin jusqu'à une période récente, de dégager des profits. Et de plus en plus, on s'aperçoit que ce devoir fiduciaire, il n'est pas uniquement lié à l'aspect financier, mais à l'aspect durabilité. Autrement dit, c'est très bien de savoir qu'on collecte des cotisations pour payer des retraites de jeunes qui seront moins jeunes dans 50 ans, mais si on leur laisse la planète dans un drôle d'état, ça risque d'être tout aussi compliqué que s'ils sont fauchés. Donc, ce devoir fiduciaire, ça se traduit par pas mal de choses, et surtout dans un monde où il y a une véritable disruption sur le plan économique. En fait, il y a encore récemment, tous les gestionnaires d'actifs, tous les financiers ont utilisé pour l'essentiel des critères financiers dans l'appréciation de nos portefeuilles. On se disait, bah, telle société ou tel État a telle profitabilité, tel critère de réussite qui était uniquement financier. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que la réalité, c'est que d'une entreprise, c'est que ce n'est pas que ces critères financiers. Et là, je mets aucune espèce de moralité derrière ce terme-là, mais la capacité d'innovation d'une société, sa capacité de réactivité, d'adaptation, l'environnement, son capital humain et son capital organisationnel, finalement, aujourd'hui, on le juge tout autant. On le juge tout autant que sa capacité financière. Je veux dire, les résultats financiers, c'est la partie émergée, la plus facile à lire. Mais tout ce qui amène à la finance, la partie immergée dont je viens de parler, aujourd'hui est totalement prépondérante dans le potentiel des entreprises. Et donc, on s'aperçoit que les investisseurs nous demandent non pas de juger si une entreprise se comporte bien ou mal sur le plan environnemental ou de gouvernance, mais simplement de dire oui, cette société, elle a du potentiel ou elle n'en a pas. Et au-delà de son résultat à l'instant T, le résultat à l'instant T, c'est le passé. L'avenir, c'est sa capacité d'adaptation, sa capacité de réaction, d'autant plus qu'on est dans un environnement où on le sait tous, on est en disruption. Il y a des méga trends qui se mettent en place, alors, bien évidemment liés au changement climatique, mais liés à la démographie, liés au rendement agricole, aux enjeux de santé publique, à l'urbanisation. Tout ça, c'est des changements rapides et qui sont autant d'opportunités si on les aborde, non pas sous le prisme uniquement financier tel qu'on le faisait, mais sous ce prisme qu'on a appelé stratégie avancée d'investissement, c'est-à-dire de prendre en compte des facteurs non financiers dans nos critères de construction de portefeuille. Alors, ce qu'on a décidé de faire, là, avec Green Cross, et c'est pour ça que je parlais d'une nouvelle étape, c'est on a créé un fonds zéro carbone.
Alors, zéro carbone, c'est pas carbone zéro, parce que carbone zéro, ça n'existe pas. C'est pas un composant qui existe dans l'univers, mais zéro carbone, c'est simplement de dire, vous avez des sociétés qui se comportent mieux que d'autres, et ceux qui seront les best in class. Vous avez des sociétés qui sont engagées dans la transition énergétique, et vous avez des sociétés qui, clairement, elles jouent, comme tout ce qui est éolienne, solaire, etc., qui ont un carbone négatif. Donc, vous pouvez construire des portefeuilles qui vont battre les indices traditionnels d'investissement comme le MSCI World et qui, en fait, investissent dans des portefeuilles zéro carbone. Donc, l'idée qu'on a eue autour de ce fonds, c'est de dire, eh bien, associons-nous avec Green Cross et on donnera une partie des commissions de gestion à Green Cross sur les encours que nous collecterons sur ce fonds, parce que, quelque part, il faut bien mettre son argent là où on a sa parole. Ça, c'est cette nouvelle étape, c'est-à-dire cette association très claire entre la finance et finalement des ONG et le monde public. Ma réflexion aussi par rapport à COP21, je l'ai eue il y a quelques jours en voyant le scandale de Volkswagen. Finalement, on dit les actionnaires, ce sont eux qui décident. Non, les actionnaires, ils décident de rien. Il faut être réaliste. En dehors des très très gros fonds de pension comme CalPERS, qui peuvent décider de nommer ou de virer le CEO de telle ou telle boîte, la très très grande majorité des sociétés cotées, c'est le dirigeant, c'est le CEO qui a le pouvoir, c'est pas les actionnaires. En moyenne, les actions, elles sont détenues 7 jours par les investisseurs. Qu'est-ce que vous voulez faire en 7 jours? On n'est pas là. Si vous voulez, nous, notre devoir fiduciaire, c'est de dégager la meilleure performance. C'est pas de mettre de la pression sur les CEO. Par contre, on pourrait très bien envisager, puisqu'il y a urgence. Quand il y a eu la crise de 2008, le G20 a créé le Financial Stability Board. Et le Financial Stability Board a dit, voilà, il faut renforcer les fonds propres des banques, il faut renforcer les fonds propres des assureurs. Donc ça s'est traduit par de la réglementation, CRD4, Solvency II. Et puis ça a été aussi sur le plan très personnel de dire il y a des preneurs de risques dans le système financier. Et ces preneurs de risques, on va encadrer leur rémunération. Donc on a créé des règles extrêmement précises en disant les bonus ça existe, il faut que les gens soient incités, mais on va les encadrer et on va faire notamment des bonus différés pour que les gens aient un intérêt à moyen terme et non pas à court terme. Qu'est-ce qui empêcherait la COP21 de dire, eh bien maintenant on crée un Carbon Stability Board? C'est un objectif très concret. On fait un Carbon Stability Board, on définit des objectifs par rapport à cela, de la réglementation. Et puis si on prend la problématique de la rémunération, pourquoi ne pas dire au CEO, donc aux dirigeants effectifs, voilà, le conseil d'administration, parmi les objectifs, je parle des sociétés cotées. Parmi les objectifs que vous avez des engagements ISR, donc d'investissement socialement responsable. Ces objectifs sont définis par le board. Si vous les atteignez, vous avez 100% de votre bonus. Si vous ne les atteignez pas, vous avez moins ou plus. Vous savez, la réalité, c'est que quand vous motivez les gens financièrement, généralement, c'est assez efficace. Et les CEO, aujourd'hui, ne sont intéressés essentiellement qu'au cours de bourse et au profit de l'entreprise. Vous les intéressez à des critères de cette nature, ils vont se mobiliser assez vite. C'est le cas d'une entreprise comme Michelin, qui avait beaucoup d'accidents du travail. Ils ont mis dans le contrat de travail du directeur général de Michelin la réduction du nombre d'accidents de travail. Ben, c'est très efficace, parce que vous répercutez dans la chaîne. Vous pourrez très bien le faire également au niveau du carbone. Voilà. Thank you, Xavier, for this provocative idea, but remunerating people on the basis of what we want and not of financial returns or other aspects is one of the keys in aligning the interests of everyone with the public's interest, which is absolutely key for us to move in the right direction. We are very glad that your time horizon goes beyond the 7 days of the average investment.
We've been working together for 12 years, and I hope it's only the beginning. And I hope that this cooperation, this investment will grow exponentially in years to come. You talked about urbanization. Already today, 50% of the world population, over 50% of the world population lives in cities, but they also generate close to 3/4 of the carbon emissions. So people moving from rural areas to cities tend to generate more and more carbon. And this trend is expected to continue. In a few decades, 3/4 of the world population will live in cities. So there's a huge responsibility on cities, on mayors. And a few months ago, the mayor of Montreal, Denis Coderre, who used to be a minister at the federal level in Canada, was asked, "You became mayor of Montreal. Do you hope that someday you'll go back to politics at the federal level?" And he says, "No, the action today is in the cities. That's where it's happening. And I feel that moving down from the federal government to the city level, for me, was a promotion." So on this, and touching back also on the Volkswagen story, we were a few months ago in Paris during a lunch with Anne Hidalgo, and she told us a story of the difficult relationship with the car industry when it comes to diesel. So in addition to telling us about the climate conference in Paris that you will be hosting, about all of the things that you have in store and what we can do, all of us here at this table, but all of this in the audience and all of International Geneva, what we can do to support the best outcome possible from the climate COP. If you could also tell us about what you're doing for resolving the problem of pollution in the city. Bonjour à toutes et tous. Avant de répondre à votre question, cher Adam, je voulais juste profiter d'avoir la parole pour remercier Jean-Michel Cousteau pour les magnifiques images dont qu'il a bien voulu partager avec nous tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est bien aussi de nous montrer de visu des belles choses, car quand on parle de climat, quand on parle de carbone, quand on parle de pollution, c'est vrai que le monde s'assombrit, et je crois que revenir à la beauté de la terre et des océans, ben, ça nous fait du bien. Merci pour ces quelques images aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Alors, je suis donc ici en tant que représentante de la ville de Paris pour évoquer la question des villes et le rôle des villes dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Dans cette conférence qui a pour objectif la transformation de l'économie pour qu'elle soit à la fois plus inclusive et plus écologique, moi je dirais plus solidaire, plus verte, nous avons à nous poser cette question de l'espace des villes. Parce que les villes rassemblent, et c'est ce que vous disiez, rassembleront bientôt 75% de la population mondiale. C'est-à-dire que 3 personnes sur 4 vont vivre en ville. 3 personnes sur 4 qui vont vivre en ville, on n'en est pas là aujourd'hui, et pourtant aujourd'hui, c'est 75% des émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par l'activité des villes. Ça, c'est pour le côté sombre des villes. Mais les villes sont aussi les espaces de proximité. Alors j'insiste parce que c'est dans sa ville qu'on vit, c'est dans son quartier, avec ses voisins. C'est-à-dire que la vraie vie, elle s'opère dans les villes. Si bien entendu les questions climatiques et la COP21 sera une question de la diplomatie des États, et ça on en a tous tout à fait conscience, moi je veux aussi vous faire prendre conscience que les solutions des problèmes, elles s'inventent dans les villes. Elles s'inventent sur les territoires. Et que ça, il ne faut pas l'oublier parce que dès début 2016, nous allons avoir, après cette conférence climat que j'espère vraiment de tout mon cœur couronnée de succès, mais nous allons avoir à inventer l'après COP21. Et cet après COP21, j'espère que nous sommes déjà en marche pour l'inventer. Je disais que c'était l'espace de proximité, je dis donc que ça doit être l'espace des solutions. Nous accueillerons au cours de la COP21 pour porter cette parole des élus locaux qui sont le premier échelon d'élus
d'élus du peuple, d'élus politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si des habitants veulent parler à leurs élus, c'est vers les élus locaux qu'ils se tournent. Et donc, nous avons un rôle tout particulier à jouer, et tout particulier à jouer aussi auprès de cette diplomatie des États. Cette diplomatie des villes se réunira à Paris. Elle se réunira à Paris pendant la COP21, puisque Anne Hidalgo a tenu à ce que 1000 maires du monde entier soient réunis à Paris pour montrer aussi que les villes ont leur mot à dire dans cette question, sur cette question de la lutte contre le changement climatique, mais c'est aussi pour aider les États à prendre les bonnes, pour permettre aux États de prendre les bonnes décisions qui concernent les territoires. Alors aujourd'hui, et de manière évidente, bah écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai un fauteuil qui part tout seul. Alors aujourd'hui, je reprends. Aujourd'hui, nous avons échoué. C'est ainsi que je reprends la parole. Aujourd'hui, de manière évidente, oui, je veux bien qu'on me change de siège. Merci. Ok, c'est pas très grave. Oui, aujourd'hui, donc, de manière évidente, on a un système économique qui ne fonctionne pas pour résoudre les deux grands défis qui se posent à nous, que ce soit le défi environnemental ou que ce soit le défi du vivre ensemble et le défi de l'emploi, parce que la question de l'inclusion est importante. Aujourd'hui, avec le nombre de chômeurs générés dans tous les pays, alors certains sont plus affectés que d'autres, mais la France est affectée par un taux de chômage important. Nous savons que nous avons à réinventer aussi notre modèle économique. Alors les villes, aujourd'hui, et Paris l'a fait notamment sur la question du transport, hein, vous évoquiez la question du diesel. Paris a décidé dès le 1er juillet, donc un tout petit peu avant le scandale Volkswagen, parce que c'était aussi une promesse de campagne, parce que c'était un objectif de mandature. La pollution à Paris est extrêmement importante. Nous avons décidé de sortir du diesel et donc de manière progressive d'interdire les véhicules diesel dans Paris. C'est une décision qui est compliquée, qui est difficile à prendre. En tout cas, pour les diesels les plus polluants, elle s'applique depuis le 1er juillet. Et progressivement, tous les ans, elle sera croissante jusqu'à permettre qu'il n'y ait plus de voitures diesel à Paris, parce que nous ne pouvons pas continuer à accepter un taux de pollution aussi important. Aujourd'hui, nous avons à choisir certains jours entre pouvoir emmener les enfants à l'école dans des moments de grand pic de pollution. On demande à ce que les enfants, les personnes âgées restent chez elles. Alors que les voitures, elles sont autorisées à sortir. Là, je dis, il y a quand même des priorités qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, ce sont les voitures qui doivent rester dans les garages et les enfants et les personnes âgées qui doivent pouvoir sortir dans la rue. Donc, nous avons pris cette décision. Et Anne Hidalgo, quand elle disait qu'elle avait eu des discussions un peu houleuses avec les constructeurs automobiles, c'est que prendre cette décision aujourd'hui pour Paris, c'est aussi savoir que d'autres villes la prendront aussi dans l'avenir, et que donc c'est le marché automobile qui peut être modifié simplement parce que les villes vont décider de modifier les règles d'autorisation de transport sur le territoire. Mais également, d'autres manières d'y répondre, c'est de pouvoir permettre d'avoir des vélos partagés, d'avoir des voitures électriques partagées, ces petites solutions du quotidien qui vont faire qu'on va utiliser des transports qui sont plus doux, qui sont plus propres, qui évitent à la fois la pollution environnementale et qui évitent tous les problèmes de santé environnementale qui sont liés à cette pollution. Sur le volet alimentation, là aussi, on sait que l'alimentation y est à peu près, contribue au réchauffement climatique pour à peu près 30%. Nous avons décidé d'augmenter très fortement la part du bio dans les cantines, de le passer à 50%. Donc ça, c'est un choix pour une ville qui fait 2,2 millions d'habitants. C'est quelque chose qui compte. De lutter contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, si c'était un pays, ce serait le 3e pays le plus émetteur de gaz à effet de serre. Donc c'est avec des solutions très concrètes
qu'on lutte contre le changement climatique. Limiter le gaspillage alimentaire, aujourd'hui dans les villes, il y a des solutions à inventer, il y a une manière de permettre de nourrir les habitants, alors là je pense aux cantines scolaires, je pense à la restauration collective, qui va nous permettre de lutter contre le gaspillage alimentaire qui est fait, et ce faisant de contribuer à cette politique générale de lutte contre le changement climatique. Bien entendu, dans le domaine de l'énergie, mais je crois que ça a été vraiment un sujet qui a déjà beaucoup été traité, il y a beaucoup d'innovations là aussi à faire. Moi je pense à toutes ces énergies de récupération. Alors il y a aujourd'hui des expérimentations sur le fait de réussir à récupérer l'énergie des data centers pour chauffer les bâtiments. Alors les data centers, bon là on est en plein dans les questions économiques. Dans une ville qui est très dense et où les entreprises sont très présentes, nous avons un grand nombre de data centers qui, eux, fournissent de l'énergie. Cette énergie est utilisée, là aujourd'hui, c'est une expérimentation pour chauffer des logements sociaux. Mais nous avons d'autres formes d'énergie aussi à inventer. Moi, je pense par exemple à la question des déchets. Aujourd'hui, les biodéchets sont incinérés dans la plupart des grandes villes, dans la plupart des villes et des collectivités, en France, mais dans le monde, c'est vrai. Si aujourd'hui, nous travaillons au compostage de ces déchets ou à la méthanisation pour pouvoir en produire une énergie qui, de toute façon, est perdue, eh bien, nous allons pouvoir créer des énergies qui sont des énergies plus propres et qui sont des énergies de récupération. Donc, c'est aussi lutter contre les gaspillages, lutter contre le fait que ces biodéchets qui existent de toute façon, il y a des restes de nourriture, il y a des déchets verts, ça existe dans nos poubelles. Non seulement, en plus, en étant dans nos poubelles, ça évite qu'on puisse recycler le reste des déchets, mais en plus, ça ne produit pas d'énergie. Donc, voilà les solutions. Sur les déchets, moi, je redis également une chose, c'est aujourd'hui, quand on fait du recyclage ou de la revalorisation de 10 000 tonnes de déchets, on crée 30 emplois. Quand on incinère, on en crée 1. C'est à nous de choisir aussi quel modèle économique on veut, et ça, c'est dans les mains des collectivités, c'est dans les mains des citoyens. Alors, je sais que je parle de manière un peu plus générale des questions environnementales, mais en fait, elles recoupent toujours la question climatique. Quand on parle d'alimentation, ça contribue au réchauffement climatique. Quand on parle de transport, l'énergie qu'on utilise pour le type d'énergie utilisée pour le transport contribue au réchauffement climatique. Donc, c'est d'aller inventer toutes ces solutions, les unes après les autres, qui agrémentées vont faire que nous ayons des systèmes de vie qui soient durables et qui soient compatibles avec ces 2 degrés absolument nécessaires, non pas, je vais dire, pour que la planète vive, mais pour que l'humanité survive sur Terre. Alors, bien entendu, et pour que la planète soit préservée, et ça, on y tient, et Monsieur Cousteau nous en a parlé, mais il s'agit de notre propre survie, en fait, dont il est question. Car le défi des défis, c'est bien ces 2 degrés compatibles qui pourront permettre le maintien à terme de l'homme sur la Terre. Et j'ajouterai également un autre point qui est la question de la démocratie, car elle est également extrêmement liée aux questions environnementales. Aujourd'hui, à Paris, nous avons choisi de mettre en place une démocratie participative, c'est-à-dire de dire aux habitants, dites-nous quels sont les projets que vous voulez que nous finançons et nous allons les financer. Là aussi, quand on regarde le choix des habitants, mais en fait, le choix des habitants, là, aujourd'hui, par exemple, on a les résultats des 75 millions d'euros qu'on met cette année en budget participatif en disant ce sont les investissements que vous voulez faire. Les premiers investissements, ils portent sur le déplacement en vélo dans la ville, sur le fait de développer des espaces piétons. Les deuxièmes choix d'investissement, ils portent sur la végétalisation de la ville. Le troisième choix d'investissement, il porte sur la gestion des déchets. Quand on donne le choix aux habitants de hiérarchiser leurs investissements, eh bien, le bon sens fait qu'ils vont dans le sens de la protection de l'environnement. Et donc, c'est aussi pour ça que je pense que nous avons un rôle particulier à jouer, nous, villes, dans la manière dont on écoute les habitants et dont on met en œuvre ce qu'ils portent. Alors, à la fin de l'année, dans 2 mois maintenant, pratiquement 2 mois, nous allons accueillir l'ensemble des chefs d'État du monde entier. La responsabilité est très lourde, mais cette responsabilité,
je crois qu'elle doit être accompagnée par ce mouvement citoyen, parce que c'est le mouvement citoyen qui fait qu'en 2016, quelle que soit la qualité de l'accord que nous aurons, nous pourrons continuer à mettre en place l'ensemble de ces solutions. Oui, je souhaite effectivement qu'il y ait une fiscalité carbone. Bien sûr, qu'il y ait une fiscalité carbone qui soit juste et équitable pour les énergies propres. Je souhaite effectivement qu'il y ait, je vais dire, que le milieu bancaire soit bien sensibilisé et qu'il soit sensibilisé au fait que les investissements qu'il finance aujourd'hui, s'il ne veut pas qu'ils génèrent du risque plus tard, puisqu'on a parlé de la crise financière, mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le réchauffement climatique, c'est que les investissements des banques aujourd'hui, si elles veulent qu'ils soient rentables dans quelques années, eh bien, il faut qu'ils soient eux aussi de degrés compatibles, parce que sinon, ils ne seront pas rentables dans quelques années, parce que la question du risque, elle est fondamentale et qu'aujourd'hui, personne ne sait prendre ce risque des bouleversements et des bouleversements climatiques qu'il adviendra si nous dépassons ces 2 ou 3 degrés. Donc, je souhaite effectivement l'ensemble des panels de solutions que vous mettez en place, mais c'est surtout aux citoyens, aux collectivités, à tous les échelons, aux collectivités, aux élus, aux parlementaires, et puis aux États, de se mobiliser chacun à son niveau pour qu'on puisse le faire. Mais moi, je dirais que tous les niveaux sont actifs. Et lorsque je dis que les citoyens des villes, les citoyens des campagnes peuvent être des acteurs très actifs contre la lutte contre le changement climatique, eh bien, c'est effectivement quelque chose auquel je crois et je sais que nous sommes de nombreuses villes à porter ce message. Il y a bien sûr l'appel des maires pour le climat qui a été lancé par Anne Hidalgo et nous avons lancé il y a quelques semaines également l'appel des villes pour l'économie circulaire, donc cette économie qui va aller préserver les ressources naturelles et nous faire passer d'une société du jetable à une société du durable. Nous l'avons lancé le 15 septembre, en votre présence d'ailleurs, Green Cross, que je remercie d'ailleurs pour cette invitation, je ne l'ai pas fait, Green Cross International, en votre présence, nous avons lancé l'appel des villes pour l'économie circulaire, de manière à mettre en marche aussi d'autres collectivités, pour que dans la commande publique, parce que nous avons un autre levier d'action, et je terminerai par là, pour que dans la commande publique, on puisse faire les bons choix, c'est-à-dire aller commander les bons véhicules, avoir une commande publique qui, elle aussi, soit entièrement respectueuse de l'environnement et soit de degrés compatibles. Et si la commande publique, qui dans le monde représente 20% des achats, et elle, de degrés compatibles, nous aurons réussi à transformer l'économie. Peut-être pas en une économie inclusive, car je pense que c'est un combat qu'on doit mener en même temps, mais qui nécessite d'autres engagements, mais en tout cas en une économie verte. Donc ça, c'est voilà le dernier levier que nous pouvons actionner, et c'est la commande publique. Donc la COP21, elle se tiendra à Paris. Elle accueillera les chefs d'État, mais elle accueillera aussi les entreprises, elle accueillera les citoyens, elle accueillera les ONG, et vous êtes toutes et tous bienvenus. Paris sera une ville haute, H-O-T-E. Nous préparons cet accueil depuis maintenant de nombreux mois. Il y aura de nombreuses activités à Paris et au Bourget autour de cette COP21 et pendant la COP21. Et vous y êtes bien entendu toutes et tous bienvenus pour pouvoir, je vais dire, militer, faire entendre la voix des entreprises, la voix des ONG, la voix des citoyens, la voix des collectivités et des autres institutions pour défendre le climat. Merci. Thank you, Antoinette. We are so happy that we can take part in supporting all of these initiatives and that you invite civil society to work with you, with the City of Paris, on all of these initiatives, and that only highlights the critical role that civil society can play in advancing the Sustainable Development Goals, the UN agenda, and also at the city level, not only in Paris, but everywhere around the world. You mentioned many, many things. I will not comment because I want to leave as much time as possible for Q&As. We are pressed with time. Xavier wanted to share the experience of La Française Group in terms of data centers.
And Brice, I would like you to say a few words also as well on solutions that have been proposed today that are not on the agenda of the climate COP. How can we still move ahead with these? Yes, thank you, Adam. That's exactly what I wanted to say. What's so important with this COP21 are all the ideas which are given outside in all these forums, all these discussions, all these conferences. And the problem is the negotiators live in their own world. They don't listen to what's happening elsewhere because they have already themselves so many meetings. And they are working on a body of text, 80 pages, which follow a track which have been established 5 years ago, 6 years ago, in different mandates, different conferences. And most of these negotiators, as I said, most of them are junior negotiators, they have no clue about the economy, about the finance, about the private business. They don't know how it works. It's a different world. So the question is, all these good ideas, how can we bring them inside? How can we push the negotiators? How can we ask them to discuss some of these very good ideas? It takes time, so that's one of the difficulties. So for instance, there is a campaign right now which is led by business and by the World Bank, which is fantastic, by the OECD, and by all other, even by the United Nations, which is pricing carbon, put a price on carbon. And that is incredibly, it's true, it's led by business, including oil business. But make a difference, because just to say that, there's a difference because lots of oil businesses are state-owned. So when sometimes you're in front of an oil business, it's the state you have in front of you. So you have to make a difference. It's the sort of private, I would say, all business supports the price on carbon. It took a long time. It took a petition. Nobody thought to start with that pricing carbon could be something serious, defended by business, etc. And the last meeting I went to in New York, you had all the big CEOs of the world discussing with ministers which are going to be involved in the negotiation, and they said, put a price on carbon. The minister said, but the price on carbon is not in the negotiation text. So the business said, listen, it's not in the negotiation text, but if nothing comes out of Paris on a price on carbon, don't count on us. It was even threatening. I was quite surprised. So business is really making the case. And it's quite interesting to see that business is asking for a tax or for a price or for a cap, something which business usually does not like. And most of the business are saying, we prefer to have a progressive, predictable price on carbon than to have a big surprise in 20 years and suddenly prices we won't be able to afford because the situation would have been becoming worse. So now we have a new idea with Xavier. Lépine said, okay, let's reward CEOs on the reduction of carbon they're going to achieve in their business. Okay. It's not at all in the text either. So how do we do that one? Of course, it means that each business has to measure its carbon footprint, of course. So that's one compulsory thing which has to be achieved everywhere in the world. It's not always achieved everywhere in the world. They have to have their own plan to reduce this carbon footprint by with energy efficiency or an alternative source of energy, etc., etc. But how are we going to put this idea of rewarding CEO? Well, we have to have it supported by a lot of people. So you have to gather support. There's only two months left before the COP21. But it doesn't matter because we'll get it after. I mean, the COP21 will not be even able to discuss of it. But we should find other forums. So Xavier said the G20, G20, good idea. I mean, that's where you have 80% of the emissions in any case. Can we ask them to do that? So this means we have a challenge in front of us. We have a good idea. How are we going to implement it? We should have a, how do you say, an oath here. We should pledge here, this meeting here. Let's follow this idea. Let's build the support for this idea. Let's build a coalition to this idea, and let's ask our leaders to take it. So each of us, we should go and lobby our leader and say, hey, this is an idea. What do you think about it? Can you support it? If we don't do that, it's not going to happen. So what I'm trying to say to you is it's our own responsibility to take this idea and to push it forward. Otherwise, it's not going to happen. Thank you very much. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur la récupération d'énergie dans les data centers. Alors, ma réflexion par rapport à ça,
ça me fait toujours penser à cette phrase de Mark Twain, c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs hamburgers. Et en fait, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que on sait que fondamentalement, le problème de l'urbanisme renvoie au coût du foncier. Dans toutes les villes, le coût du foncier est un problème pour créer pour bâtir des immeubles. Donc, comment réduire le coût du foncier? Il y a des solutions simples, mais qui sont politiquement pas acceptables. C'est-à-dire une préemption de la ville à des prix très bas. Ça, c'est la version, on va dire, plutôt à gauche. Puis vous avez la version plutôt à droite qui dit, bah attendez, vous avez plein d'immeubles de bureaux qui sont vides, et ça dans toutes les grandes cités. Vous pouvez les convertir en immeubles d'habitation. Le problème, c'est qu'avec les normes de logements sociaux, c'est juste comme si vous mettiez le SMIC le salaire minimum à 4 000 € par mois. Ça va pas trouver beaucoup d'acheteurs. Donc ça, c'est une solution qui effectivement rencontre toujours l'hostilité des pouvoirs publics parce que bon, faut bien se faire réélire. Mais c'est de ce niveau-là, hein, je ne le plaisante pas. Dans les data centers, ce qui est passionnant, c'est, si vous prenez l'exemple du Bundestag, c'est un bâtiment à énergie positive, ce qui existe déjà depuis 15 ans. Là, on peut pas être à énergie positive, mais nous, effectivement, on est rentré dans un projet, puisqu'il y a eu un appel à projet de la mairie de Paris, qui est fabuleux, et auquel tous les promoteurs, architectes et entités de toutes sortes ont pu candidater. Et nous, on a candidaté effectivement avec des architectes pour faire des bâtiments qui seraient construits au-dessus des data centers. Les data centers, il faut quand même imaginer qu'un data center, il faut à peu près la même source d'énergie qu'une ville de taille moyenne. C'est une ville de 20 000 habitants, c'est ce qu'utilise un data center en énergie. Donc, vous pouvez pas le faire n'importe où. Il faut être proche d'une source d'énergie très puissante. Par contre, l'énergie, ça, par définition, il y a beaucoup de déperdition. Et donc, ce type de bâtiment récupère l'énergie. D'abord, peuvent louer les sous-sols au data center, ce qui abaisse le coût du foncier de façon très importante, et récupère toute l'énergie dégagée, enfin toute la chaleur dégagée, qui est en même temps stockée dans le sol et redistribuée pendant l'hiver, donc pour chauffer les bâtiments et produire l'eau chaude, etc., etc. Donc c'est non seulement vertueux sur le plan de l'énergie, puisqu'on ne consomme pas 2 fois, mais c'est aussi extrêmement vertueux puisque ça abaisse le coût du foncier et ça rend donc la vie possible en ville à des gens qui n'auraient pas accès autrement. Voilà, ça c'est ce type d'initiatives qui sont pas très compliquées, qui sont forcément limitées, mais je crois pas qu'il y ait de solution unique et totale. Il y aura forcément une addition de micro-solutions, dont celle-ci fait partie. J'espère que ce projet sera retenu. C'est un petit message au passage parce qu'on attend les résultats du concours. Thank you, Xavier. And now I'd like to open it up for questions from the floor. We have 10 minutes. These 10 minutes really are yours, and I'd like to take several questions for all of our panelists. So, starting here, Marie-Laure. Thank you very much to the panelists. I have a question regarding the carbon tax. We know that several ministers, heads of states, countries, you name it, organizations support it. So there is already a lot of support to this carbon tax, a lot of momentum and consensus. And I was wondering, I wanted to ask this question to Brice Lalonde, but to the other speakers as well. To ask them how likely do you think it is that there will be the adoption of an agreement on a carbon tax? Thank you. Please, a short question, no statement. Oui, tout à fait. Je vais la donner par contre en français. Didier Racinet, donc je suis rédacteur en chef d'une revue Préventique. Monsieur Brice Lalonde faisait part du fait qu'il était nécessaire
lui paraissait nécessaire maintenant d'augmenter l'échelle des projets que l'on peut avoir un peu partout en matière de développement durable. Et vous évoquiez les différents leviers d'action, et des choses qui manquaient au niveau de la COP21 me paraît être des solutions, si vous voulez, autour de la problématique de la formation. Autour de la formation, vous avez dans le Sud énormément de projets qui ne pourront que s'éteindre s'il n'y a pas de personnel formé. Autour de la formation, vous avez aussi des projets en Europe qui ne vont pas se développer fortement. Donc ma question est la suivante: que peut-on faire au niveau de la COP21 pour proposer de telles solutions? Je complète en disant que je suis directeur d'un master par ailleurs. Je travaille avec Green Cross à un projet au Maroc de formation justement, et avec le R20, nous avons un certain nombre de propositions à faire sur ce thème-là. Voilà, merci. There was a question right here, Marisa, please. Oui, c'est une question pour la dame. Et je voudrais savoir, dans une société multiculturelle comme vous avez là-bas à Paris, comment est-ce que vous gérez pour faire les dialogues entre les différentes communautés très différents et pour obtenir un résultat unique pour pouvoir mettre en place vos mesures? Merci. Oui, Daniel Vermus, journaliste. J'aimerais savoir comment est-ce qu'il y a des réflexions pour associer de façon créative et transformative, je dirais, les médias. Et pas seulement d'inviter les journalistes à couvrir le sommet, mais de voir si les médias, et notamment les groupes, les leaders des grands groupes médiatiques, pourraient d'une façon ou d'une autre être interpellés pour former une sorte de Global Media Compact, où ils seraient on attirait leur attention sur leur responsabilité sociale pour la prise de connaissance, la prise de conscience du monde dans lequel nous nous trouvons et des défis qui attendent la population. Okay, so very quickly, there was one question by Marie-Laure on the likelihood of a carbon tax, another question on scaling up solutions and the role of training and education, one question on how to manage the dialogue with the community at city level, and the role of the media for all of this. Romain can start since he... Je crois que sur la taxe carbone, pour qu'on avance, il faut vraiment qu'on change de paradigme. Tout le système qui a été construit jusqu'à présent est basé sur les émissions et sur la mesure des émissions. Je comprends qu'on est parti de ce point de vue-là dans la mesure où les technocrates aiment bien mesurer ce qui sort. Mais les émissions, c'est très compliqué parce que des points d'émission de CO2, il y en a des milliards. Et quand on arrive à courir après et qu'on arrive à faire la somme sur un territoire, il manque les fameuses émissions de consommation dont on parlait ce matin. Il faut savoir qu'un pays comme la France n'a pas réduit ses émissions, c'est pas vrai. Elle a augmenté son empreinte carbone en même temps qu'elle déclare avoir réduit ses émissions. Ben, c'est très simple, elle a réduit ses émissions directes, mais en fait, elle en a tellement reporté sur les pays qui produisent pour la France des matières ou des articles qu'en fait, son empreinte a bien augmenté. Donc voilà, donc c'est vraiment une injustice. Je veux dire, ce problème des émissions, il faut quand même avouer qu'il a quand même du plomb dans l'aile, parce que vouloir baser un système de taxes, or la taxe, ça touche à la monnaie c'est la confiance, on est quand même, à mon avis, assez mal parti. C'est pour ça que on est actuellement, enfin, nous on prêche pour cette proposition, non pas de taxe, d'abord il faut tuer le mot, de droit d'accise. Le droit d'accise, c'est un droit qui vous permet d'accéder à un marché. Et c'est un droit qui est basé sur une unité physique, qui n'est pas sur une unité monétaire. Ça a d'énormes avantages. D'abord, des extracteurs de pétrole, il n'y en a pas autant que des émetteurs de CO2. Il y en a bien moins. On les connaît et on le sait très bien les repérer parce qu'ils ont tous des conventions avec des États. Donc on sait où ils sont, on sait combien ils font et on sait que, par exemple, aujourd'hui, ils extraient 90 millions de barils par jour. Ça, c'est pas un souci. C'est quand même beaucoup plus facile. Ensuite, encore une fois, un baril de pétrole, quand on l'extrait, c'est pas pour le mettre en bocal. On est certain dans son cycle de vie qu'il va émettre 400 kg de CO2, même si on en fait du plastique. Parce qu'on va en faire du plastique, certes, mais le plastique, on va peut-être le recycler 10 fois, 20 fois. Ça, c'est dans un monde meilleur, mais il finira un jour par, de toute façon, être brûlé. Donc, quoi qu'il arrive, on est certain
qu'avec un baril, on va générer 400 kilos. Vous voyez, cette démarche, elle est très simple. Elle est basée sur des unités physiques, des unités absolument incontestables. Elle est extrapolable au charbon, elle est extrapolable au gaz, elle est même extrapolable, par exemple, aux roches calcaires qui servent à faire du ciment et qui vont se décarboner pendant le processus de cimenterie, hein, la fabrication du clinker. Voilà. C'est des choses simples, c'est des choses qui peuvent marcher. On tue le mot taxe, on dit que c'est une contribution, merci, c'est-à-dire qu'en gros, un droit d'accise, c'est ce qui permet d'accéder à un marché et on y arrive. Voilà, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que là, on est malheureusement parti dans un processus assez compliqué, assez difficile. Alors certes, il faut tout réécrire, mais réécrire quelque chose de plus simple, c'est pas forcément plus compliqué. Brice? Si tout le monde parle en français, alors peut-être moi aussi, après tout. Pricing carbon is unavoidable. So it's going to happen everywhere. But a tax is unlikely. You have different ways of pricing carbon. You have a tax, you have a cap and trade, and most countries they prefer cap and trade. We have this announcement of China going to introduce a cap and trade system. You have already good examples of Quebec, Ontario, California linking the market together and things like that. So it's happening a bit everywhere. And the problem will be to link these different markets. And the last way to do it is to have a standard. If you, for instance, put standards on cars, well, it automatically gives a price on carbon, etc., etc. So it's going to happen everywhere, but it's not going to happen by a negotiation with a tax right now. It's going to be a resultant of all the INDCs, all the programs, all things like that. And it's slowly coming everywhere because you cannot avoid it. And if I would just like to comment on all the proposals, there's quite a lot of very nice proposals on the table. The problem is how do you get them into the politics? That's the difficulty, of course. And I would say that in the oil industry, for the first time in its history, has agreed to go against coal. Because usually the fossil industry is solidar. They don't want to fight against each other. This time, they agree. And the proposal is, let's replace coal by natural gas. It's the first step. It's much better. It doesn't emit as much. So this is a very interesting move, I would say, in the business and in the industry. Oh, yeah, I just wanted to say something else. Media. I think one day we should ask the advertising industry to take into account its footprint, because the advertisement industry says, oh, it's not me, I'm not responsible, I'm only giving a service to the industry. Ha! They're helping the industry on the heavy emitters to sell or to exist. So one day we should say to the advertising company, hey, be responsible also and be accountable for your own footprint, because you're part of the industry, you're not just adding a service. Oui, moi ma réflexion c'est, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment est-ce que dans un autre secteur qui est celui de la santé, on pouvait accepter un déficit. Un déficit sur la santé, ça veut simplement dire qu'on va payer sa grippe sur 20 ans ou qu'on va demander à ses petits-enfants de payer sa grippe d'aujourd'hui. Et quelque part, il y a quelque chose ne fonctionne pas. D'avoir un système déficitaire sur la santé est profondément, de mon point de vue, anormal. Et on pourrait se dire exactement la même chose sur la problématique du carbone. Je ne sais pas si la taxe est la bonne réponse, si elle se traduit effectivement par un transfert de richesse d'un point A vers un point B qu'on appelle décarbonation, ça me paraît bien. Si c'est juste un endettement supplémentaire qui est créé et qu'on passe de 100% d'endettement à 110% d'endettement, ça me paraît relativement limité. Alors c'est peut-être mieux parce qu'on peut effectivement dire, bah voilà, nos petits-enfants
vont payer pour le fait qu'on décarbonise aujourd'hui et non pas qu'on attende demain, ce qui est déjà ça. Mais je pense qu'il y a une responsabilité historique et que cette responsabilité qu'on a collectivement pris dans notre génération doit être payée par notre génération et non pas par la génération à venir, que ce soit sur le plan de l'environnement comme sur le plan financier. Voilà. Mais c'est juste une remarque. Antoinette, et je sais que Brice, Xavier, et toi bientôt aussi, tu vas devoir partir. Oui, moi je vais répondre à la question sur les formations, alors qui a été posée par le journaliste de Préventique. Je pense effectivement que c'est un sujet qui est crucial aujourd'hui. C'est comment mettre en place les formations qui intègrent ces questions de lutte contre le changement climatique auprès des jeunes. Moi, je dis ça parce que j'ai en charge à Paris l'économie circulaire, donc cette nouvelle économie qui est encore assez peu étudiée, même si elle est entrée dans la loi récemment, en tout cas pour la France, si d'autres pays en ont fait également une loi. Et c'est cette économie justement qui permet d'économiser les ressources naturelles. Si on économise aujourd'hui, si on extrait 15% de ressources naturelles en moins, on génère 15% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Et donc là, je rebondis sur ce que disait Romain tout à l'heure et sur le fait de déplacer les consommations. Pour la formation, il est indispensable d'intégrer ça dans les cursus de formation. Il y a aujourd'hui, alors il y a des structures et des universités qui l'intègrent. Moi, je sais que pour l'économie circulaire à Paris, par exemple, nous avons 2 universités qui l'ont intégré. Donc, on a aussi ce travail-là d'aller rencontrer les responsables pédagogiques de manière à ce qu'ils puissent l'entendre. Et puis, à un niveau au-delà, ça c'est notre responsabilité d'élus locaux, mais à un niveau au-delà et à un niveau étatique, sans doute de l'imposer dans des programmes scolaires, puisqu'on voit que le développement durable enseigné au collège aujourd'hui nous donne des adolescents qui sont bien plus sensibles aujourd'hui aux questions du climat et plus généralement à l'écologie. Pour ce qui est de la question concernant les dialogues entre les différentes, les dialogues avec les différentes communautés et entre selon le terme que vous avez employé, moi je vais vous dire, j'habite donc une partie de Paris, le 20e arrondissement, où nous avons 120 nationalités qui sont représentées parmi les habitants du 20e arrondissement. Donc on est quand même à un niveau qui est extrêmement important, une très grande mixité culturelle, ce qui fait absolument tout le charme de notre arrondissement, et c'est ce qui fait aussi tout le charme et toute la richesse de Paris. Donc nous, ce que nous avons décidé de faire, c'est de travailler par quartier, c'est-à-dire de créer des conseils de quartier où les habitants sont en partie tirés au sort, d'ailleurs, sur les listes, en partie tirés au sort, à qui on propose d'être représentants de leur quartier en conseil de quartier. On a fait ça dans tous les arrondissements. Il y a 3, 4, 5, 7 conseils de quartier différents, c'est territorial, et chacun fait ses propositions. Puis après, parce que tous les habitants n'ont pas forcément envie de se mobiliser, mais ont quand même envie de donner une idée, on a permis à chacun de pouvoir intervenir, soit dans la mairie, soit sur les marchés, de pouvoir faire les propositions budget participatif. Donc c'est tout un dispositif, je vais dire assez divers, qui a été mis en place, mais pour pouvoir toucher tout le monde. Et moi, je voulais dire une chose, c'est que c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que c'est ouvert aussi bien aux enfants, c'est ouvert à tous ceux qui habitent Paris, qu'ils aient 7 ou 77 ans, je vais dire, mais à partir de 6 ans, à partir du moment où ils savent écrire, s'exprimer, etc., eh bien, ils peuvent faire des propositions et ils peuvent voter. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté, c'est-à-dire d'intégrer l'ensemble de la population sans aucune distinction, pas même d'âge. Voilà. Et attendez, un petit mot de la fin, en tout cas en ce qui me concerne, je voulais juste vous dire qu'il y aura à Paris, pendant la COP21, sur la Tour Eiffel, une possibilité pour vous, si jamais vous n'êtes pas à Paris, puisque tout le monde ne sera pas à Paris, une possibilité pour vous que vous aurez sur votre smartphone, avec la possibilité, par l'application
One Earth, One Tree, de planter un arbre sur la planète et de pouvoir enregistrer votre battement du cœur que nous verrons scintiller sur la Tour Eiffel avec votre prénom. Ça s'appelle One Earth, One Tree et ce sera pendant la COP21 à Paris. C'est une manière d'être à Paris sans y être, donc je voulais quand même vous le dire. Voilà. Merci Antoinette. On a eu un film de ce que, en fait, parce que Green Cross est partenaire également de ce projet, je vais répondre rapidement à, en fait, I'll switch to English, right? I was speaking English, so I'll switch back to English. To the question on training and education, well, that was covered during several sessions by Ivo Schlaus, amongst others, by Roberto Pecei, by Gary Jacobs. The last question on the role of the media, there will be a platform, and I received through our technology here an SMS saying that there's a place to be in Paris for media. It's a platform called Place to Be, so check it on the internet. And that's a platform for all of the media that are engaged in the sustainability process to share and mobilize. On this, we have, I guess, some protocol questions, and I'll ask you to thank the panelists, also for Brice Lalonde, who had to run, and Xavier Lépine, our long-standing partner. Thank you very much. And then afterwards, I'll give it back to Pierre. So. Merci Adam pour avoir modéré ce débat très intéressant. Merci Madame d'être venue de Paris nous parler de vos expériences. Merci à Romain Ferrari également pour son expérience d'entrepreneur. Maintenant, j'ai le plaisir de demander